C'est parti, on va démarrer. Si c'est OK, Lucille, Anne, c'est bon? Bien, écoutez, bienvenue sur ce webinaire organisé par l'ARACT Occitanie, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, sur le thème de l'intégration des conditions de travail dans les négociations collectives. Il y a quelques semaines, l'ANACT a sorti un ouvrage, 10 questions sur la négociation collective. Donc, c'est l'occasion de faire le point sur le sujet et puis aussi de vous apporter quelques éléments de ressources aussi complémentaires que nous verrons en fin de webinaire. Alors, peut-être 2 mots pour se présenter. Donc, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail fait partie de l'établissement public ANACT, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, sous tutelle du ministère du Travail, avec un conseil d'administration tripartite, les partenaires sociaux et le ministère en charge des questions du travail. Donc, le réseau ANACT a pour mission de pouvoir outiller à la fois les partenaires sociaux, alors dans les entreprises, dans les territoires, au niveau des organisations, sur le champ des conditions de travail au sens assez large du terme, que ce soit sur les questions de qualité de vie au travail, sur les questions de santé au travail, d'évolution des organisations, d'intégration de nouvelles méthodes de travail, outils de travail, le numérique, etc. Et donc, du coup, une ARACT, en gros, c'est un outil technique à disposition des partenaires sociaux qui aide aussi à la mise en œuvre des politiques publiques sur le champ des conditions de travail, avec voilà, à la fois de l'expérimentation dans les entreprises, dans les organisations publiques, pour pouvoir capitaliser sur des repères méthodologiques qui peuvent être ensuite diffusés plus largement. Et c'est l'objectif de ce webinaire de ce matin. Alors, sur le thème de la négociation collective, avec moi pour présenter ce webinaire, donc Lucille Herrera, qui est chargée de mission à l'ARACT Occitanie et qui a contribué aux 10 questions sur la négociation collective de l'ANACT, rédigée sous la direction de Nadia Raoult et de François Jutras. Qui va présenter le corps, on va dire le cœur du réacteur de ce webinaire. Et donc moi-même, Catherine Levrat-Pinatel, également chargée de mission à l'ARACT Occitanie. Donc ce que l'on vous propose, c'est déjà de partager quelques éléments de constat, parce que c'est vrai que les règles de la négociation collective ont changé depuis quelques années, depuis les ordonnances travail. Et donc voilà, on a un peu de retour d'expérience sur la façon dont les entreprises se sont saisies de ces nouvelles règles. Voilà, et ensuite, après le partage de ces quelques éléments de constat, eh bien, Lucille va nous apporter des repères méthodologiques sur comment conduire un processus de négociation, étape par étape, bien évidemment dans le temps d'un webinaire assez court. Donc, ensuite, elle vous renverra sur un certain nombre de ressources. Et puis, on évoquera aussi ensemble une actualité qui nous semblait importante à vous présenter ce matin, qui est donc un nouvel appel à projet du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, un fonds du ministère du Travail géré par l'ANACT et qui va bientôt sortir sur le champ de la négociation collective. Donc, ça nous semblait être une actualité intéressante à vous faire partager. Donc voilà pour le programme. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec le partage de quelques éléments de constat en matière de négociation collective. Donc on est allé voir évidemment les données. Alors si tu veux, Lucille, passer à la... Catherine, juste introduire le fait qu'on vous propose d'utiliser le chat pour les questions-réponses, pour que vous puissiez poser toutes vos questions et dans la mesure du possible, soit on y répondra tout au long de la présentation, mais il est aussi prévu qu'on se garde 10 minutes à la fin pour avoir le temps de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour tout ça. Merci, tout à fait. Et puis évidemment, on vous parle de l'ARACT et donc du coup, ça ne va pas être non plus des apports juridiques. Hein, ce n'est pas du tout notre champ de compétences. Par contre, s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, on pourra les relayer bien évidemment
aux services de l'État en charge du travail, et puis aussi ce que les repères qu'on vous donne, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi basé sur ce qu'on a pu expérimenter dans les entreprises, que ce soit au niveau de l'Occitanie ou ailleurs. Alors, quelques mots sur les enjeux de la négociation collective. Vous savez que depuis 2017, les règles ont changé, avec le législateur a voulu instituer la primauté de l'accord au niveau de l'entreprise. Donc, on ne va pas évoquer aussi les champs qui concernent les accords de branche avec les dérogations possibles, etc. Ce n'est pas forcément le lieu. Par contre, il y a cette idée de développer la pratique de négociation collective au niveau de l'entreprise. Et ce que l'on peut constater, donc en effet, depuis la mise en place de ces nouvelles règles, une évolution. Alors, vous avez les données Occitanie à gauche et les données nationales à droite, où on enregistre en effet depuis 2017 une évolution qui a tendance à stagner depuis 2019, que ce soit alors pour donc les grandes entreprises comme pour les petites. Alors évidemment, entre deux, on a eu en effet la crise sanitaire qui a induit un certain nombre de négociations sur le temps partiel, le temps de travail, etc., notamment particulièrement dans les petites entreprises. Donc ça a aussi joué. Et puis, on voit également tous les accords qui ont concerné la mise en place des nouvelles instances de représentation du personnel, les CSE, et qui ont été justement en nombre lors du démarrage de cette évolution. Ce qu'on peut constater également, alors, on n'est pas non plus, si tu veux revenir sur la slide précédente, on n'est pas non plus, on va dire, un niveau de négociation qui a complètement explosé les plafonds depuis la mise en place de ces évolutions. Du coup, c'est un élément de constat qu'on peut partager. Deuxièmement, c'est vrai que les ordonnances travail ont quelque part bougé la donne en termes d'élargissement des acteurs de la négociation. C'est alors évidemment en premier lieu les délégués syndicaux, mais quand ils n'existent pas, ça peut être dans les plus petites entreprises, donc par consultation directe des salariés, ça peut être des salariés mandatés, ça peut être aussi, alors je ne viens pas je ne précise pas les seuils à chaque fois, mais évidemment c'est dépendant aussi des seuils d'effectifs, mais ça peut être également des membres de CSE, mandatés ou non. Donc il y a eu on va dire un élargissement du champ du possible en matière d'acteurs de la négociation. Et ce que l'on constate, c'est que la moitié des accords, en effet, sont aujourd'hui signés, conclus par des délégués syndicaux, avec une évolution aussi des accords concernant la consultation directe des salariés. Si on regarde les sujets de négociation, ce que l'on peut constater, alors toujours à gauche en Occitanie et en France sur la droite, donc évidemment quand on enlève tous les sujets qui sont les gros poids lourds de la négociation qui concernent tout ce qui est salaire, prime, classification, que ce soit au niveau national ou régional, les premiers sujets qui sont négociés, c'est les questions de temps de travail. Alors, qui, notamment dans le cadre, je le disais tout à l'heure, du contexte sanitaire, ont été encore plus importants. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que ensuite, les questions de conditions de travail, alors 7% au niveau national, 3% au niveau régional, voire 1% dans les entreprises de moins de 50 salariés, ce n'est pas un sujet sur lequel on négocie aujourd'hui. Donc ça, c'est un enjeu qu'on souhaitait partager avec vous. Alors, au niveau national, sur les accords conditions de travail, on a le gros bataillon des accords télétravail, notamment pendant et en sortie de crise sanitaire, et ce également lié au droit à la déconnexion et des outils numériques. Donc voilà, sur les questions de conditions de travail, ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas un sujet qui est particulièrement concerné par la négociation.
la négociation collective. Alors, si on rentre un peu plus dans des éléments qualitatifs, on s'est appuyé sur voilà, 2 sources d'informations, mais quelque part, on retrouve un peu les mêmes constats régulièrement. Donc, on s'est appuyé sur les travaux menés par l'Observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation de l'Ariège, donc avec l'appui du cabinet Aliotis, et puis aussi sur un travail réalisé par l'ARACT Occitanie, notre collègue Sophie Dalabert, dans le cadre de la Fabrique de la qualité de vie au travail, un travail d'analyse des accords de qualité de vie et des conditions de travail en Occitanie. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire au niveau de ces processus et de ces pratiques de négociation? Alors, en règle générale, enfin, en tout cas, dans la moitié des cas, on négocie quand on y est obligé. C'est lié à une obligation, une obligation réglementaire et voilà, qui concerne plutôt enfin, les entreprises voilà, d'une certaine taille avec des obligations annuelles ou tous les 3 ans, notamment sur les questions de gestion des parcours, des emplois, des compétences. En règle générale, à la manœuvre et à l'impulsion, on a plutôt le dirigeant de l'entreprise. On est assez rarement dans un processus de co-construction avec l'autre partie prenante du côté des délégués syndicaux élus ou salariés pour justement voilà, commencer à impulser ne serait-ce que l'idée de négocier. En ce qui concerne la formation des acteurs de la négociation, on a plutôt des formations avec une entrée juridique et moins, plus rarement en tout cas, sur les questions de relations. Et on verra, c'est quand même un pilier de la négociation collective, c'est-à-dire comment on travaille ensemble, et moins également sur les pratiques de négociation. Donc, c'est comment on s'y prend, étape par étape, avec quels outils, etc., pour négocier. Ensuite, un autre point saillant, c'est-à-dire en entrée de négociation, c'est assez rare, en tout cas, qu'on partage des éléments de diagnostic et pourtant qui permettent de se mettre d'accord sur un certain nombre de constats et qui permet peut-être aussi d'élargir les scénarios donc, et les décisions, les contenus de la négociation. Et en sortie, assez peu de travail d'évaluation, assez peu de retour d'expérience sur les impacts en fait, de la négociation. Donc, du coup, ça renvoie à des questions de méthode. Et puis, sur le champ des conditions de travail, en effet, on constate à la fois dans la façon de comprendre les problématiques qui sont traitées dans le cadre de la négociation collective, il y a assez peu de lien qui est fait avec les conditions de travail, mais avec une approche, le travail réel, qui peut être analysé pour pouvoir justement élargir le champ du possible en matière de scénarios possibles. Donc voilà, très rapidement, quelques éléments de constat qui nous amènent à nous dire que c'est vrai qu'en matière de pratique de négociation, ce que l'on constate au niveau du réseau ANACT, c'est qu'il y a un peu trois éléments qui nous semblent intéressants, sur lesquels il y a la possibilité, on va dire, de progresser, qui nous permet voilà, d'avoir une négociation alors, de qualité, entre guillemets, en tout cas qui favorise à la fois la prise en compte des enjeux des uns et des autres, et puis qui permettent de définir des actions qui soient évaluées positivement par les uns et les autres. D'une part, c'est la question des contenus, c'est-à-dire la qualité des contenus, c'est comment on comprend le sujet, comment on innove en matière de décision au niveau de l'accord. Donc, ça renvoie à un certain nombre de façons de faire pour pouvoir justement impacter l'amélioration des conditions de travail. Un autre élément qui renvoie à la qualité de relation, c'est-à-dire comment on travaille ensemble au cours de la négociation, comment on considère que l'autre est légitime, comment, en termes en tout cas au niveau du point de vue qu'il apporte dans la négociation, et la qualité des échanges aussi. Et donc ça aussi, ça renvoie à un certain nombre d'outils, de postures, d'éléments de méthode. Et puis ça renvoie à la qualité des processus, des pratiques, c'est-à-dire comment on fait en matière d'étapes, en matière de différents livrables à certaines étapes. Donc, comment on s'y prend
pour pouvoir négocier et arriver à un accord qui est considéré de qualité par toutes les parties prenantes. Donc c'est là où, Lucile, je te laisse la parole pour revenir plus en détail sur justement le processus de négociation. Merci Catherine. Bon, en effet, là l'idée, c'est de rentrer maintenant dans quelques repères en termes de méthode, en se disant que les méthodes et au regard de qui nous sommes, c'est se dire comment à l'intérieur du processus de négociation, on va aller chercher justement à améliorer à la fois les questions de qualité des relations pendant ce processus-là, le processus lui-même et aussi le contenu de ce qui est, de ce qui est créé dans le cadre d'un processus visant notamment à aboutir à un accord. Pourquoi négocier, hein, c'est ça, c'est trouver des solutions opérationnelles au plus près de la réalité du terrain. Un autre objectif, c'est aussi de formaliser des règles de management qui aussi peuvent être du coup davantage équitables et engager un dialogue qui responsabilise justement les acteurs, chacun à leur niveau. Et donc tout ça à la fois en renforçant la prévention et les enjeux de prévention des risques professionnels et de conditions de travail et de qualité des relations sociales. Donc, on voit que les objectifs qui peuvent être poursuivis sur le pourquoi négocier peuvent apparaître ambitieux, mais d'où l'intérêt aussi d'aller chercher des repères en termes de méthode pour conduire cette négociation. Sachant que l'autre élément, et comme l'a dit Catherine dans le préambule, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, la question de la démocratie au travail et donc de comment les acteurs discutent entre eux pour justement construire des règles collectives en vue de plus d'équité sont un enjeu et apparaissent de plus en plus présents dans les entreprises. Donc, pour les repères, justement, alors là, c'est ce schéma qui peut apparaître un peu effrayant au début, mais l'idée va être de le décortiquer ensemble, de se dire qu'on va aller chercher dans chacune de ces étapes qui peuvent être un peu un processus ou des repères, en se disant qu'il y en a 8. Alors, voilà, c'est un choix qui est fait de ce découpage-là, en se disant que la première étape va être de définir les enjeux et les partager autour des objets de négociation. Deuxième, de définir le cadre, les règles et le calendrier. Troisième, de composer un collectif en appui aux négociateurs avec la question de qui sont les acteurs à mettre autour de la table. Et souvent, lorsqu'il y a un accord de méthode, c'est souvent à minima pour retranscrire le contenu des 3 premières étapes que je viens de citer, et aussi de présenter les étapes qui suivent, mais sans avoir en effet élaboré encore le contenu, vu qu'il s'agit de définir une méthode. Donc ensuite, l'étape 4 qui est analyser l'existant et les contraintes associées. Donc du coup, aller chercher l'état des lieux, et là on verra qu'en fonction des sujets, des thématiques, l'ANACT a produit pas mal d'éléments qui peuvent être aux sources. Une fois qu'on a la photo de l'existant, on commence à être à même à proposer des nouvelles façons de travailler, c'est-à-dire à élaborer des scénarios et donc du coup à aussi les évaluer en termes de pertinence pour se dire lesquels on est susceptible de retenir. Ensuite, en 6, mais qui est en fait un peu en filigrane, qui est communiqué tout au long du processus et qui est une partie essentielle justement pour atteindre l'objectif d'engager chacun des acteurs à leur niveau. Et petit à petit, une fois qu'on a passé ces étapes, on est sur conclure le processus de négociation, donc par la production d'un accord, qui revient du coup à formaliser ce qui a été acté et ce qui fait consensus ou compromis dans les phases précédentes. Et ensuite, une dernière phase qui, elle, vise à mettre en œuvre, bien sûr, opérationnellement l'accord, mais aussi à évaluer sa mise en œuvre et ses conséquences. Donc là, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre dans le détail de chacune de ces étapes-là, avec à chaque fois un petit canevas que vous allez retrouver de façon similaire, c'est-à-dire quel est le contenu de ces étapes, quelles sont les questions à vous poser si vous êtes négociateur ou acteur de la négociation pour répondre à chacune de ces étapes, et peut-être des repères, des exemples de livrables qu'il peut y avoir aussi à chacune de ces étapes.
Donc, la première, c'est définir les enjeux et les partager. Donc là, c'est chaque partie exprime dès le démarrage ses enjeux par rapport au thème de négociation et note ses objectifs et ses attendus. Et donc là, c'est le fait de se dire que les enjeux, ils peuvent être à plusieurs niveaux. Ils peuvent être, ça peut être des enjeux au niveau du travail, au niveau plus économique et du marché, et aussi au niveau sociétal. Voilà. Et donc, sur les questions de temps de travail, on voit bien qu'il va y avoir des enjeux multiples en fonction des caractéristiques de l'activité. Mais souvent, on va retrouver des enjeux de conciliation vie pro, vie perso, mais aussi des enjeux de pérennité de l'activité et économique aussi, notamment lorsqu'il y a par exemple des activités saisonnières, avec des pics d'activité l'été et moins l'hiver. Voilà, donc du coup, tout ça, des enjeux aussi écologiques qu'il peut y avoir, quand je disais sociétaux, par exemple, par rapport au réchauffement climatique, et si on est sur des activités extérieures, etc. Et donc, tous ces enjeux-là vont être posés, discutés le plus en amont possible. Donc, c'est pour ça que ça apparaît dans l'étape 1. L'autre chose qui peut être fait aussi à ce moment-là, c'est justement de commencer à partager des repères communs sur ce thème, sur le thème de la négociation. Et là, l'idée, c'est d'aller peut-être commencer à aller chercher du vocabulaire commun, des grandes définitions, un socle des fois même juridique, pour se dire de quoi on parle quand on parle de ce thème-là autour de la négociation. Et donc, l'idée, c'est à chaque fois de vous mettre une petite checklist de questions qui sont bien sûr pas exhaustives, mais si vous avez une négociation à ouvrir, vous dire, voilà les quelques questions auxquelles il faudrait essayer de répondre pour s'assurer que vous avez bien ratissé, entre guillemets, les questions des enjeux et bien les partager. Et donc, pour chacune des parties, quels sont les enjeux, quels sont les objectifs et les attendus, bien clarifier le ou les thèmes de la négociation, et quel est le champ de la négociation, c'est-à-dire sur quoi les acteurs de la négociation décident ensemble, aussi pour commencer à clarifier le périmètre de négociation. Deuxième étape, c'est définir le cadre, les règles et le calendrier. Donc là, on est vraiment sur un cadre qui précise à la fois le processus en termes de séances de travail entre les négociateurs, les groupes de travail ad hoc aussi, et le rythme des réunions, les informations à partager, les moyens requis pour suivre les échanges. Et donc là, ça peut aller très concrètement est-ce qu'on fait des comptes rendus de chacune des réunions? Si oui, quelle forme? Qui s'en occupe, etc. Les ressources mises à disposition, à la fois en termes de moyens, la question des heures peuvent se poser, la question aussi des ressources à mobiliser hors des négociateurs, le calendrier, et ensuite les règles communes pour favoriser un climat propice aux échanges. Donc ça, c'est vraiment ce qui permet aux différentes parties prenantes d'avoir un cadre de référence et de s'y appuyer tout au long de la négociation, d'où l'importance que ça arrive assez tôt dans le début du processus. Troisième étape, sachant que, comme je l'avais dit, les trois premières étapes sont étroitement liées et souvent, dans les réunions de négociation, on voit que plusieurs réunions servent à couvrir ces trois étapes. L'une des étapes, en effet, c'est de se dire qui va être impliqué dans cette réflexion de négociation, en se disant qu'il y a à minima, bien sûr, le premier cercle qui est constitué des négociateurs. Et ensuite, ce que l'on voit et souvent ce qui est préconisé justement pour prendre en compte les enjeux des conditions de travail et les multiples enjeux associés au thème de négociation, c'est d'élargir et donc d'avoir un second, nous qu'on appelle second cercle, pour entrer justement sur les problématiques de terrain. Et là, il peut très bien y avoir les représentants du CSE, quand les négociateurs ne sont pas les élus du CSE et donc sont plutôt les représentants syndicaux, ou les membres de différentes commissions, santé, sécurité, conditions de travail, numérique, etc., en fonction des sujets, bien sûr, de négociation. Les salariés et le management, qui peuvent bien sûr être également mobilisés afin de s'assurer de l'ancrage sur les problématiques de terrain. Et aussi des expertises spécifiques, qu'elles soient juridiques, conditions de travail, sécurité, qui peuvent également être mobilisées. Et donc, l'idée, c'est que la question de la mobilisation de ce second cercle et de qui dans ce second cercle soit également un élément de discussion.
au moment de l'installation du cadre de la négociation, c'est-à-dire être assez tôt, pouvoir se dire est-ce qu'on est d'accord pour mobiliser les représentants du CSE, les salariés, le management ou des expertises, et si oui, dans quel cadre, dans quel cas, etc. Donc ça aussi devient un élément de discussion et donc de construction collective entre les acteurs de la négociation. Et donc la méthode, et c'est ce que j'expliquais, et les acteurs mobilisés dépendront du contexte, bien évidemment, et du sujet de négociation en elle-même. Et donc, des fois, ça va prendre la forme de groupes de travail élargis. D'autres fois, ça va être des consultations des salariés qui peuvent être plutôt à la main des négociateurs pour faciliter le passage et la remontée d'informations. Donc ça, voilà, vraiment ces modalités de mobilisation de ces différents acteurs sont à construire également au regard des caractéristiques et des habitudes de travail de chaque entreprise et aussi des objectifs et des enjeux de la négociation. Et là, les livrables possibles qu'il peut y avoir, c'est justement un accord de méthode ou un document qui va formaliser les modalités de fonctionnement et qui reprennent un peu les éléments négociés lors des étapes précédentes, c'est-à-dire ce que je disais juste avant, les enjeux, le cadre et également justement les collectifs. Quatrième étape, et pas des moindres, c'est là où on commence entre guillemets à rentrer dans le contenu, une fois qu'on a un cadre qui normalement a mis en confiance les acteurs et qui va sécuriser aussi le processus pour la suite, même si bien sûr il peut être rediscuté, mais l'idée c'est de l'avoir convenu en amont. On va rentrer dans ce qu'on appelle l'analyse de l'existant et les contraintes associées, c'est-à-dire sur le sujet négociation, qu'on soit télétravail, temps de travail, qualité de vie au travail, égalité professionnelle, on va aller chercher un état des lieux des situations actuelles en se disant que ça va nous permettre de préciser les enjeux et les sujets de négociation. Donc, on est sur aller chercher ce qui fonctionne bien et ce qu'il faudrait améliorer. Et donc, du coup, on va mobiliser pour ça des indicateurs qui peuvent être quantitatifs et qualitatifs. L'autre élément qui va être intéressant, c'est aussi d'identifier les contraintes qui ne peuvent être diminuées, voire éliminées, et avec lequel il faudra composer. C'est-à-dire que dans tout secteur d'activité, en fonction de vos caractéristiques d'activité, il y a des choses qui sont inhérentes et qui sont des contraintes avec lesquelles il va falloir composer. Je citais tout à l'heure la question de la contrainte climatique lors d'une négociation dans un accord temps de travail dans un secteur d'agriculture. Agricole, la contrainte climatique qui peut arriver à un moment d'un pic de saison fait que ça va être inhérent à l'activité et avec lequel il va falloir intégrer dans la réflexion au moment de négocier les caractéristiques de la modulation, par exemple, ou du temps de travail. Donc, cette étape, elle est indispensable avant de projeter des nouvelles modalités d'organisation. Elle est indispensable pour justement s'assurer qu'on prend bien en compte d'abord l'existant, à la fois sur ce qu'il faut maintenir, sur ce qui est amélioré et sur les contraintes inhérentes. Et donc, dans la méthode, on vous invite à aller recueillir de l'information sur les sujets traités, à la fois en s'appuyant sur des données quantitatives, qualitatives, mais bien sûr sur les situations de travail au plus près du réel, de dresser la liste des problèmes, définir leurs priorités et leurs traitements, explorer aussi les perceptions des différences et les différences de chacun. Donc là, c'est croiser les représentations en se disant que ce travail-là d'existant, il est très, très difficile et nous, on ne préconise pas qu'il soit fait en vase clos par quelques acteurs, mais bien c'est là où le second cercle peut être pertinent d'aller chercher, qu'il soit manager, salarié, etc. Et donc, vous retrouvez la petite idée de l'exemple de questions à se poser. Donc, quelles sont les informations que vous souhaitez recueillir pour faire cet état des lieux, à la fois quantitatif, qualitatif, juridique, économique, situation de travail, etc. Et quelle méthodologie vous allez mobiliser. Et donc, l'idée, c'est d'aboutir à un peu un diagnostic conjoint sur les problèmes à résoudre et une liste des thèmes mis sur la table de la négociation qui peut arriver à la fin justement de ce travail-là sur l'existant.
Et ensuite, une fois qu'on a cette photo de l'existant, ben c'est là où on peut être force de proposition et être innovant dans la création des scénarios avec la création de nouvelles façons de travailler. Et donc, on va aller proposer des nouvelles façons d'organiser le travail sur le thème en question. Et donc, l'objectif va être à chaque fois d'évaluer ces scénarios, de les questionner. Mais avant ça, l'idée, c'est de s'ouvrir un peu les champs des possibles. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans ces recommandations des éléments qui visent à favoriser la création et l'innovation dans ces scénarios. Parce que très souvent, le piège, c'est qu'on arrive avec des idées un petit peu arrêtées et que du coup, on ne s'autorise pas à innover et à faire preuve de créativité. Et donc là, il y a beaucoup de techniques qui existent en termes de remue-ménage et de création de valeur pour aller justement bien au-delà des idées reçues et tout ça en s'appuyant sur le travail de l'étape précédente et aux objectifs fixés précédemment. Donc là, c'est vraiment aller chercher des techniques un peu pour élargir et ne pas à ce stade-là se freiner en termes de faisabilité. Par contre, l'étape d'après sera justement d'essayer de projeter, de simuler, voire d'expérimenter ces scénarios-là pour justement là essayer d'évaluer la faisabilité de ces scénarios, la pertinence de ces solutions par rapport aux objectifs poursuivis et aux impacts sur la qualité de vie et les conditions de travail. L'idée aussi, c'est de faire exprimer un peu les lignes rouges de chacun de façon argumentée, en se disant qu'il y a des choses, chacun dans une négociation, qui est un peu la limite que chacun peut se donner à ne pas franchir dans la négociation. Et ça aussi peut être objet de discussion pour justement pouvoir construire des compromis autour des scénarios qui sont posés et du coup les faire évoluer, enrichir les solutions, les faire évoluer parce qu'on prend en compte justement le point de vue de chacun et cette ligne rouge, entre guillemets, que chaque famille d'acteurs peut avoir. Et donc, l'idée, c'est d'analyser chacune des solutions, coûts-bénéfices, avantages, inconvénients, risques, conséquences, toujours en reliant ça aux objectifs qui ont été fixés précédemment. La communication, je le redis, on l'a mis en étape 6, mais c'est vrai qu'elle apparaît tout au long et elle est essentielle. Elle est essentielle justement parce que c'est un des leviers qui permet d'articuler la qualité des relations, le contenu et le processus. Et donc, du coup, afin de mobiliser l'ensemble des acteurs, on vous invite à minima à avoir des temps de formaliser de communication au démarrage à l'ensemble des salariés, qui peut porter sur l'objet, le contexte, le calendrier, sur l'avancée des discussions, qui peut être communiquée aux salariés, notamment si leur contribution est requise, après la phase de conclusion de la négociation, avec une restitution commentée des décisions prises et qui favorise aussi l'appropriation du contenu. Et la forme de la communication, c'est un peu comme le reste, elle dépendra du contexte et des canaux existants dans vos structures respectives. Et donc, c'est à construire et c'est aussi un objet de discussion entre les négociateurs ou les groupes qui participent au processus. Donc, c'est en gros à chaque stade du processus se poser la question auprès de qui je communique, sur quoi, comment, etc. En se disant qu'on l'a vu tout à l'heure, ça peut être aussi bien le CSE que des commissions ad hoc, que les salariés, le management, etc. Et donc, souvent, il y a des canaux de communication complémentaires qui s'installent en fonction de à qui j'essaye de m'adresser. Et pour finir, deux points clés, la question une fois qu'on a élaboré ces scénarios, qu'on les a évalués en termes de faisabilité, de pertinence, voire même qu'on a un peu expérimenté certains sujets, certaines pistes d'action, et bien du coup, là, on commence à être assez mature pour aller vers la conclusion d'un accord et donc commencer à formaliser les idées et ce qui fait compromis dans l'accord. Dans le Code du travail, il est prévu que ce soit plutôt la direction qui s'appuie sur les contributions pour proposer un accord, mais rien n'empêche que les autres acteurs de la négociation soient actifs et à l'initiative. Et souvent, on préconise que ce soit aussi un objet de discussion sur qui rédige la première trame et qui, des fois, se répartir les parties, etc.
il est important que chacune des parties vérifie qu'elle est bien d'accord avec le fond et la forme et qu'il y ait du coup des allers-retours à chaque fois, tout au long, qu'il puisse y avoir des allers-retours. Et les recommandations pour favoriser l'évaluation des scénarios, hein, on le remet, c'est surtout résumer par écrit les points d'accord et de désaccord, définir une trame d'accord en prenant en compte justement les points d'accord et les points en suspens. Souvent, les premières trames d'accord, il y a écrit encore les points qui méritent discussion, qui sont encore en suspens. Et c'est souvent ça qui permet aussi le fait de formaliser par écrit, de décanter les sujets. Et donc, aussi prévoir dans l'accord le suivi et l'évaluation. Et donc, acter l'accord ou le désaccord, hein, en espérant que là, l'objectif du processus, c'est d'aller plutôt vers de l'accord, en tout cas avec nous, les recommandations qu'on fait. Et pour finir, la dernière étape, c'est qui n'est pas des moindres, hein, mais qui est plutôt dans la mise en œuvre. Et donc, il va s'agir de décliner opérationnellement ce qui est convenu dans l'accord. Et donc, pour ça, ensuite, il va s'agir de suivre cette mise en œuvre opérationnelle de l'accord et de vérifier ses effets. Et là, on préconise qu'il y ait un comité de suivi paritaire avec des points réguliers qui permettront à la fois de regarder de quelle façon cet accord est décliné de façon opérationnelle et voire même se poser la question de s'il y a des difficultés d'application, ce comité de suivi peut jouer un rôle ressource. Et ensuite, une fois que ça a commencé à être mis en œuvre, l'accord, comment on évalue les effets de ce dernier et sur les différents enjeux qu'on avait identifiés précédemment au début, c'est-à-dire à la fois sur les enjeux économiques, sociétaux et bien sûr les enjeux conditions de travail. Et pour ça, on va vous préconiser en amont, c'est-à-dire pendant la rédaction de l'accord, de vous identifier des indicateurs qui visent à analyser quantitativement et qualitativement les effets de cet accord et du coup à la fois en termes de processus, de contenu et de relations. Donc, voilà pour les recommandations, hein, entre guillemets, ou les repères méthodologiques, plus que des recommandations issues de nos retours d'expérience. On a bien conscience que c'est dense et on aurait pu vous citer beaucoup plus d'exemples à l'intérieur de chacune des étapes. Mais là, l'idée, hein, c'est vraiment de vous donner des repères en termes de méthode pour se dire que quand on cherche à articuler qualité des relations, processus et qualité du contenu, on voit bien que tout ça est étroitement imbriqué et que l'approche par le processus est un des leviers intéressants pour essayer d'articuler ces trois dimensions, donc processus, contenu et qualité des relations. Lucille, avant de passer à la suite, une petite question dans le chat. Est-ce que tu pourrais revenir juste sur l'étape 5, sur la formalisation des scénarios? Alors, si vous avez une question un petit peu plus précise par rapport à ça, c'est-à-dire voilà, comment les choses se formalisent concrètement, c'est-à-dire qu'on a bien l'idée en fait d'avoir un brainstorming du champ du possible et d'être relativement inventif justement sur l'élaboration de différents scénarios. Et voilà, du coup, voilà, quels sont peut-être les critères qui permettent de différencier et de choisir les différents scénarios, enfin le scénario qui va pouvoir être choisi. Donc oui, c'est ça. C'est une fois du coup que les scénarios ont été créés, envisagés, que du coup, comme tu le dis, il y a cette phase un peu d'innovation, de créativité. L'idée, c'est petit à petit d'aller dans évaluer ces scénarios en se disant que pour ça, plusieurs éléments vont venir se croiser. À la fois la faisabilité et la pertinence des solutions. Et donc, du coup, c'est là où il peut y avoir des critères ensemble qui vont être discutés. Mais là, sans exemple concret, c'est un peu difficile. Il faudrait rentrer dans des exemples très concrets pour se dire, parce qu'en fait, les critères de faisabilité vont dépendre du sujet, du scénario et de la possibilité. Mais en tout cas, on invite à se dire, mais justement, à quelles conditions ce scénario est faisable, à quelles conditions, par contre, il est difficile, contraint, en quoi ce scénario répond à nos différents objectifs. Et comme je disais, souvent les objectifs sont en termes d'enjeux de travail, conditions de travail et aussi économique, activité. Et donc, du coup, en quoi ce scénario y répond également. En quoi, justement, on garde aussi cet équilibre, et c'est un peu ça l'idée de la ligne rouge, avec une forme de qualité des relations
où l'enjeu, c'est que chaque acteur de la négociation se retrouve dans le compromis qui est créé. Et souvent, ces discussions autour de coûts-bénéfices, avantages, inconvénients, risques, conséquences, amènent à enrichir le scénario existant. Et donc, du coup, c'est là où les compromis se créent. C'est là où entre le premier brainstorming, entre guillemets, du listing de scénarios, on prend un ou deux scénarios qui déjà parlent à la majorité et en l'affinant en termes de faisabilité, d'atteinte des objectifs, de coûts, d'avantages, inconvénients et un peu de lignes rouges que chaque acteur se donne, c'est là où on l'affine, on le tisse et donc on crée en gros un nouveau scénario qui n'était pas du tout présent dans la phase mais qui devient le scénario élaboré conjointement. Et donc c'est souvent celui-ci qui est retenu pour la phase suivante et dans l'accord. Et à l'intérieur de ce scénario, souvent, il y a des choses qui sont actées collectivement et d'autres qui restent encore des questions en suspens. Et donc, on va le signifier en tant que tel pour pouvoir y revenir. Un grand merci pour ces précisions. Donc, il nous reste 15 minutes. Alors, peut-être allons vers les ressources pour aller plus loin. Donc, très rapidement, là, c'est juste pour que quand vous ayez le support, que vous ayez les liens, notamment ceux qui ont été déjà évoqués par Catherine et moi-même. Donc, le 10 questions sûres, vous reprendrez, où il y a des éléments détaillés sur le processus de négociation et tel qu'on l'a fait là, mais de façon plus détaillée et des éléments complémentaires. Et ensuite, des exemples de ressources. Mais il y en a énormément sur le site, sur nos sites internet, donc n'hésitez pas à les voir. C'est pour vous dire que sur la phase 4, état des lieux et construction des scénarios, on a beaucoup de ressources qui visent à articuler des thématiques, conditions de travail et négociations. Et donc là, je vous en ai mis quelques-uns sur QVCT, l'analyse d'accord que Catherine évoquait, l'égalité professionnelle, où il y a aussi 10 questions sur comment négocier un accord sur l'égalité professionnelle. Le télétravail, installer le télétravail dans la durée, il y a des analyses d'accords et des cas d'entreprise. Voilà, tout ça pour dire que en termes de ressources, vous allez trouver sur nos sites beaucoup de ressources qui visent à articuler l'enjeu de négociation et thématique. Et je laisse du coup la parole à Catherine pour justement rentrer vraiment dans le sujet du FACT avec un projet sur ce sujet de négociation. Oui, tout à fait. Il va y avoir une belle opportunité, on va dire aussi, de pouvoir soutenir des projets qui sont en lien avec la négociation collective. Donc, à travers un appel à projet du FACT, le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, je le disais en introduction, c'est un fonds du ministère du Travail qui est géré par l'ANACT et qui c'est un fonds de 4 millions d'euros annuels qui se partagent en différents appels à projets thématiques, sectoriels, territoriaux, donc qui permettent de développer des projets, d'aider à développer des projets innovants en matière d'amélioration des conditions de travail. Qui concerne, c'est la diapo suivante, plus particulièrement qui s'adresse aux TPE-PME. Et qui, ça ne concerne pas du tout la sphère publique. Il y a d'autres fonds qui peuvent être mobilisés dans ce cadre-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce fonds s'adresse, on va dire, à différents acteurs, c'est-à-dire à la fois directement des entreprises, une entreprise qui qui a un projet d'amélioration des conditions de travail sur la thématique de l'appel à projet, je vais y revenir juste après, elle peut demander un soutien, c'est de l'aide au conseil, donc qui peut permettre de financer entre 12 et 14 jours de consultants, avec 14 jours avec un travail de capitalisation, on va dire, significatif. Mais il peut également soutenir des actions collectives où un porteur de projet va organiser, on va dire, une action collective qui va alterner des temps d'accompagnement individuel et des temps collectifs qui permettent de l'échange et de la capitalisation
toujours avec le financement d'un consultant qui va pouvoir assurer ces différents temps en lien avec le porteur de projet. Et la troisième modalité aussi de mobilisation du FACT, c'est ce qu'on appelle les actions, assez mal nommées les actions branches, mais en fait, ce sont des actions qui permettent des travaux d'études, des travaux de capitalisation, de transfert, de construction d'outils. Alors, pas d'action de formation, hein, ça ne rentre pas dans le cadre du FACT, mais voilà, ça peut permettre de construire de l'ingénierie, justement, qui pourrait être diffusée plus largement. Et donc, les porteurs de projets pouvant être des partenaires sociaux, pouvant être des organismes consulaires, des acteurs relais sur une organisation professionnelle, par exemple, ou alors un acteur du territoire. On est toujours dans la sphère privée. Donc voilà, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a différentes modalités de projets possibles. Et en ce qui nous concerne, sur le sujet de la négociation collective, donc va sortir un appel à projet en mai, donc assez rapidement, qui, on va dire, vise à soutenir l'amélioration de processus de négociation collective, donc sur le champ des conditions de travail. Donc dans le cœur, on va dire, du périmètre du FAC, donc au niveau des TPE, PME, mais également au niveau des branches. Donc, il y a vraiment cette idée de pouvoir soutenir des projets, on va dire, innovants sur ce champ-là, en matière d'accompagnement méthodologique, de construction d'outillage qui pourront être diffusés plus largement. C'est vrai que les mots-clés au niveau du FAC, c'est innovation, capitalisation, transfert. Et donc, voilà, c'est à la fois renouveler des pratiques de négociation du début, comme vous l'expliquez, Lucille, jusqu'à la fin de la négociation, donc voilà, qui permet voilà, de préciser les repères autour de ces processus-là, de mieux aussi articuler les sujets de négociation. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais les constats, c'est aussi que quelque part, il y a une forme de zapping de sujets de négociation en sujet de négociation, et quelque part, voilà, où ça peut être davantage, on va dire, fluide et articulé entre les différents sujets, ne serait-ce que, par exemple, quand on parle tout à l'heure, Lucille, tu parlais d'état des lieux, de diagnostic partagé. Donc, c'est vrai qu'un diagnostic partagé sur le champ des conditions de travail, ça permet d'alimenter aussi différents sujets de négociation. Donc, voilà, c'est comment on fait le lien entre les différents sujets qui peuvent donner lieu à du travail de négociation. Et puis, globalement, c'est aussi dans le contexte actuel récemment de réforme de la santé au travail, c'est aussi comment développer la négociation sur le champ de la santé et des conditions de travail, et notamment les questions de prévention et d'usure professionnelle qui sont voilà, au cœur de l'actualité aujourd'hui. Alors, dans la diapo suivante, on vous a mis quelques objets prioritaires, mais c'est voilà, d'accompagnement d'initiatives ou de pratiques expérimentales de négociation, donc que ce soit au niveau de l'entreprise, d'un groupe d'entreprises ou d'une branche. Voilà, en termes de processus, en termes de comment on travaille aussi ensemble. On l'a évoqué tout à l'heure, les 3 piliers de la négociation, contenu, processus et relations. C'est bien aussi d'aller investiguer sur ces trois champs-là. Donc, que ce soit au niveau des différentes étapes de la négociation, mais que ce soit aussi sur l'innovation en matière de décision, de scénarios retenus, de contenu d'accord, de construction des contenus des accords. Sur deuxième objet aussi prioritaire qui devrait concerner cet appel à projet, donc c'est l'identification et la valorisation des conditions de mise en place de dynamiques de négociation au service de l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail, avec voilà, la possibilité de soutenir des projets qui permettent de mieux éclairer ces différentes dynamiques, de construire de l'outil, de pouvoir aussi avoir des retours d'expérience d'entreprise sur ces sujets-là, et puis l'élaboration d'outils et de méthodes qui est chère au FACT. Donc voilà, cet appel à projet, il nous semblait que c'était important de vous en parler. Il n'est pas encore sorti. Il va sortir donc début mai, avant mi-mai.
Donc, vous pourrez avoir ces informations sur le site de l'ANACT, mais nous aussi, on fera du tam-tam pour pouvoir diffuser la note de cadrage qui est en cours de validation. Donc, Lucille participe à ces travaux-là. Donc, il y aura donc un webinaire national complémentaire pour expliquer cette note de cadrage. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit à la lettre d'actualité de l'ARACT, vous aurez toutes ces informations. Donc, une sortie de l'appel à projet au mois de mai pour une commission de sélection au mois de septembre avec voilà, la Direction générale du travail qui sera associée aussi à la commission de sélection aux côtés de nos collègues de l'ANACT pour justement donner un avis sur les différents dossiers qui seront déposés. Et puis peut-être juste une petite chose, parce qu'en Occitanie, c'est vrai on a l'habitude de beaucoup solliciter, enfin en tout cas les porteurs de projets de solliciter le FACT, et ça peut être aussi des instances de dialogue social territorial qui peuvent déposer des dossiers à condition, alors soit d'avoir une structure juridique, soit d'être porté administrativement par une des organisations. Mais ça peut nous sembler aussi intéressant que ces ODDS, CPL, CPRI, CPRIA, etc. puissent pouvoir déposer des dossiers. Donc voilà rapidement quelques éléments sur le FACT. Alors, merci à tous pour votre écoute. Peut-être s'il y a une ou deux questions, si on a dans les 5 minutes qui nous restent. Oui, tout à fait. Il y avait alors peut-être une première question alors qui n'apparaît plus dans les questions-réponses sur l'appel à un cabinet extérieur. Les organisations syndicales veulent faire appel à un cabinet extérieur dans le cadre de la négociation. Est-ce que l'employeur est obligé d'y accéder et doit le financer, hein? Donc ça, il y avait une question posée là-dessus. Alors c'est vrai que par rapport à ce sujet-là, et c'est sûr que tu l'as dit, Lucille, il y a l'idée de pouvoir entourer l'équipe de négociation d'un certain nombre d'experts, en tout cas de ressources qui permettent justement d'outiller à la fois sur le diagnostic, l'élaboration de scénarios, etc., les acteurs de la négociation. Alors après, tout dépend pourquoi mobiliser un cabinet extérieur. Est-ce que c'est pour l'organisation syndicale ou les organisations syndicales renforcer leur point de vue, et donc c'est là où elles doivent mobiliser leurs propres ressources pour pouvoir justement se faire un avis sur le sujet de la négociation, les problèmes à traiter, etc. Ou est-ce que c'est dans le cadre du diagnostic partagé avec l'employeur? Donc déjà, ce n'est pas du tout la même chose et la même stratégie, parce que si c'est dans le cadre d'un diagnostic partagé, c'est vrai que le fait de partager au préalable les enjeux, les problèmes à traiter, ça permet de mieux identifier les ressources à mobiliser ensemble pour pouvoir justement renforcer ce diagnostic partagé. Et donc, du coup, on n'est pas tout à fait dans le même cadre. Et c'est là où, quand tu évoquais tout à l'heure l'idée de s'entourer de ressources, eh bien, il peut justement, dans l'organisation, le cadrage de la négociation, les parties prenantes peuvent se mettre d'accord pour mobiliser, par exemple, un cabinet conseil ou le médecin du travail, enfin, etc., qui va pouvoir alimenter. Avec un financement de l'employeur. Donc, vous voyez, en fonction de est-ce que c'est pour renforcer notre point de vue en tant qu'organisation syndicale, et là, je vais mobiliser mes ressources, et si c'est pour un diagnostic partagé, eh ben, ce sont des choses qui se négocient dans un accord de méthode, par exemple. Autre question sur la différence entre diagnostic conjoint et diagnostic partagé. Est-ce que, Lucille, tu veux éventuellement répondre à cette question ou... Oui, enfin, après, à la fois, c'est une question de vocabulaire, mais en tout cas, la différence qu'on peut y voir, c'est le fait que le diagnostic partagé n'est pas obligatoirement fait par les acteurs conjointement. L'idée de conjoint est de faire ensemble voilà, les étapes aussi méthodologiques de recueil de données, d'analyse, etc. On peut arriver à un diagnostic partagé sans qu'il ait été entièrement réalisé conjointement. Voilà, si je peux apporter une petite subtilité, même si on rentre dans un niveau de détail qui est quand même dans l'idée que plus vous arrivez à des états des lieux discutés
soit dans la méthode, soit dans le contenu et ce qui en résulte. Et plus il y a des chances que vous arrivez du coup à quelque chose de conjoint à la fin et donc où chacune des familles d'acteurs s'y retrouve. Donc c'est ça le message. Voilà. Catherine, je ne sais pas si tu veux compléter sur. Oui, alors peut-être du coup, et en conclusion, de se dire que on est bien sur un processus qui est présenté ici, qui est plutôt basé sur les intérêts des uns et des autres et les intérêts communs. C'est tout l'enjeu au préalable d'identifier ses propres enjeux par rapport au sujet qui est à traiter et puis de pouvoir identifier les enjeux communs. Donc ça, voilà, ça permet, c'est un point absolument fondamental parce que du coup, on n'est pas sur un processus de négociation basé sur des positions des uns et des autres et qui peut davantage rentrer dans une confrontation où et dans un système de gagnant-perdant. Là, on est plutôt sur une négociation basée sur les intérêts qui passe par un diagnostic partagé, c'est-à-dire chacun peut apporter des éléments. Il y a des éléments qui peuvent en effet être construits ensemble, mais c'est l'idée de partager les éléments de diagnostic, les données qui sont mis à disposition, les questions, les situations de travail qui posent problème, les points d'organisation, etc. Donc ça, c'est un autre point. On s'est dit aussi que voilà, élargir la réflexion sur l'ouverture de scénarios possibles et dissocier cette phase un peu de créativité, d'invention de scénarios, de la phase de décision du scénario qui est retenu, tu l'as bien expliqué, Lucille. Ça, c'est aussi un point important parce que du coup, on ouvre le champ du possible pour ensuite revenir à travers le passage au tamis de critères objectifs et qui peuvent aussi être définis ensemble sur le scénario qui va être retenu dans l'accord. Vous voyez, ça permet, on va dire, d'enrichir à la fois les résultats, c'est-à-dire les solutions qui vont être définies et marquées, formalisées dans l'accord. Mais ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'un processus de négociation tel que proposé ici, ça permet aussi de s'entraîner à mieux travailler ensemble ou de s'entraîner à travailler sur des bases différentes. Chacun dans on va dire, avec son point de vue, bien évidemment, mais ça renvoie à la capacité à confronter le point de vue des uns et des autres et à entendre le point de vue des uns et des autres pour pouvoir avoir quelque part, on va dire, quelque chose de plus riche à l'arrivée. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Peut-être, du coup, on restait sur ce mot de conclusion, voilà, de se dire que derrière la négociation, c'est trouver des solutions opérationnelles au plus près de la réalité, c'est formaliser des règles équitables, en tout cas qui tendent vers de l'équité, c'est plus un dialogue de qualité qui responsabilise chaque acteur à son niveau, c'est améliorer les relations sociales. Et tout ça dans un but de renforcer une culture de prévention des risques et des conditions de travail. Donc, c'est d'où l'intérêt pour nous d'être sur ces sujets-là en tant qu'ARACT par rapport et vous inviter en tout cas qu'en négociation il y a, qu'elle soit la plus qualitative possible avec ces repères-là pour que ça devienne vraiment un outil qui serve plusieurs objectifs et pas uniquement des objectifs légaux, bien au contraire. Mais voilà, que ça vous soit opérationnel et adapté à vos besoins. Un grand merci pour votre participation. Un grand merci à Anne qui nous a aidés dans la réalisation de ce webinaire. Merci beaucoup. Écoutez, vous pourrez télécharger, alors je crois, Anne, sur le site peut-être, à la fois revoir le webinaire, télécharger le document de présentation. Absolument. On mettra l'ensemble des supports à disposition sur notre site web et puis les personnes qui ont participé ou qui se sont inscrites aujourd'hui au webinaire recevront les liens vers le replay et le support par email. Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous et peut-être à très bientôt du coup pour le FACT ou d'autres actions. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.